Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette troisième journée du CIMI sur le stand Paris-Val-de-Marne, qui est la nouvelle marque de notre territoire. Et nous allons aborder ce matin un sujet très intéressant qui est la place de l'industrie sur le Val-de-Marne. L'industrie dans le Val-de-Marne, quelle perspective de confortement? Bon, c'est un sujet qui est dense, c'est un sujet qui est compliqué parce que l'industrie évolue beaucoup. Donc on aura sans doute l'occasion d'évoquer un petit peu l'industrie dans le futur, etc. Alors pour ce débat, nous avons d'excellents intervenants qui sont à mes côtés. Alors nous avons Jérôme Daribert, directeur général adjoint de Septodon, une entreprise phare du Val-de-Marne. Pascal Der, directeur général adjoint de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Marc Frappat, le directeur de IDEC Faubourg Promotion, qui est de plus en plus sur ce département du Val-de-Marne. Jean-Louis Husson, directeur de Ecodev Conseil, qui a fait une étude sur un certain nombre d'entreprises industrielles du Val-de-Marne. Et enfin, Grégoire Charbeau, qui est le directeur du développement économique et de l'emploi au Conseil général du Val-de-Marne. Alors, il faut savoir que, bien évidemment, le Val-de-Marne était un territoire à vocation industrielle pendant un certain nombre d'années, et ce qui fait que, au cours des 20 dernières années, nous avons perdu beaucoup d'emplois, peut-être plus que d'autres départements de l'Île-de-France, puisqu'on estime à environ 50% les effectifs salariés qui ont décru sur le département du Val-de-Marne. Alors que sur le reste de l'Île-de-France, on estime que c'est à 44,4%, donc ça veut dire que la décrue est un petit peu plus rapide sur le département du Val-de-Marne. Enfin, il nous reste quand même un certain nombre de très belles entreprises. On peut citer parmi les principales entreprises industrielles du Val-de-Marne, Thales Air System, qui est la première, Lufrance LF SAS, on peut citer L'Oréal, Sanofi Chimie, Sanofi Winthrop Industries, Cenexi, Air Liquide, Essilor International, Septodon et Ponte-Chidi Frères. Je crois qu'actuellement, ce sont les 10 principales qui ont été référencées. Alors, on a actuellement environ entre 30 et 30 000 salariés, environ 30 à 35 000 salariés qui sont considérés comme travaillant dans l'industrie du Val-de-Marne. Et ça représente environ 18% de l'industrie francilienne. Si jamais mes chiffres sont inexacts, vous me corrigerez. Donc, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est existe-t-il encore de l'industrie en zone dense? Est-ce qu'elle peut encore exister? Est-ce qu'elle peut encore s'y maintenir dans les années qui viennent, compte tenu de la contrainte urbaine? Alors, peut-être pour évoquer cette question, je vais passer la parole tout de suite à Jean-Louis Husson, le directeur d'Ecodev Conseil, qui a évoqué toutes ces questions avec une quinzaine ou une vingtaine d'entreprises industrielles val-de-marnaises. Est-ce que l'industrie existe encore dans le Val-de-Marne? Oui, parce que nous l'avons rencontré. Nous l'avons rencontré, pas des moindres. Cela dit, on peut effectivement s'inquiéter sur un certain nombre de points. Alors, nous avons mené, effectivement, avec le département et la région, une enquête. Il y a eu une enquête auprès d'une quinzaine, de 15 exactement, entreprises de différentes tailles, de différents métiers et situées dans différents contextes urbains, aussi bien en zone d'activité qu'en milieu pavillonnaire, qu'en tissu urbain mixte, ou voire plus dense, à Ivry par exemple. Bon. Et ce qui nous a permis d'examiner de l'intérieur, si on peut dire, à travers ces entretiens assez longs avec les industriels, leur modalité de fonctionnement, quels sont les atouts, les difficultés rencontrées, et surtout comment elles voient les unes et les autres leur avenir dans leur contexte val-de-marnais et même plus largement francilien d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? Et puis je dirais après peut-être quelles sont les pistes peut-être. Premier point,
très marquant, c'est que ces entreprises, cette quinzaine, elles sont toutes assez fortement attachées à leur localisation val-de-marnaise, au fait d'être dans le Val-de-Marne. Alors, pourquoi? C'est classique, mais proximité de Paris, bien entendu, les services, les donneurs d'ordre, une accessibilité malgré tout relativement correcte en termes de maillage, transport en commun, même s'il y a des hiatus et des difficultés, qualité de l'environnement urbain, possibilité d'adhérer à des réseaux, SPL ou pôles de compétitivité. Donc la mouvance, si vous voulez, première couronne, les intéresse beaucoup et fait que c'est la principale cause de rester et d'être là. Alors, pour rester, ça veut dire que sur les 15, la grande majorité est née pour des raisons diverses, personnelles, de personnel aussi, d'opportunités, dans le Val-de-Marne. Et au fil des ans, certaines sont très anciennes, ont des décennies, voire presque un siècle d'existence, elles sont restées fidèles, je dirais, fidélité au Val-de-Marne. Et lorsque ce n'est pas le cas, certaines effectivement envisagent de partir, c'est parce qu'elles y sont plus ou moins contraintes, d'une manière ou d'une autre, par leur projet ou par le contexte. Alors, juste un mot, vous parliez des 10 grands, nous avons rencontré aussi bien des grands que des petits. Alors, dans les grands, il y avait Sanofi, Renault pour les pièces de rechange, la rénovation de moteurs et de pièces, etc. Abax, qui est peut-être moins connu, qui fournit du glycol, MGI, qui est fournisseur et concepteur à l'échelle internationale d'imprimantes, alors qu'on pourrait qualifier de 3D par certains aspects. Des entreprises moyennes comme Microplace, Grenier, l'imprimeur connu, et d'autres, j'en passe. Et des petits, je dirais, Rectimo, qui fait des moules plastiques pour l'aéronautique principalement. Les Verdi Picard, qui sont là depuis très longtemps, qui sont fragilisés dans leur site. Et une micro-entreprise qui est vraiment spécialisée dans les capteurs, qui est Dynaop, qui travaille avec Avancity, etc., qui est assez pointu dans ce domaine. Alors, donc, ancrage assez fort. Les sites, alors c'est important d'en parler, elles sont dans des sites parfois très divers, mais le bâti actuel qui leur appartient ou qu'elles louent est d'une qualité à peu près correcte pour l'ensemble. Il y en a 2 qui ont semblé inadaptés, vétustes maintenant, mais enfin, bon, certains sont même relativement récents, voire modernes. Et lorsqu'on visite ces usines, car il s'agit, dans l'échantillon que nous avons vu, d'ateliers et d'usines, eh bien, ce sont des usines, je dirais presque fonctionnelles, voire même bien agencées, et qui sont tout à fait viables. Ce n'est pas du tout l'image que l'on peut avoir de l'ancienne usine nuisante, polluante, graisseuse, etc. Bon, au contraire, on est vraiment sur un registre de l'usine propre, là, l'usine clean, on pourrait presque dire, et dans certains cas, c'est absolument indispensable, notamment chez Sanofi, puisque là, on est dans le domaine du laboratoire et de la biotechnologie. Alors, j'en profite pour dire que, autre spécificité, c'est que toutes ces activités que nous avons rencontrées, elles jouent la carte de l'innovation, très fortement. Et elles la jouent parce qu'elles y sont contraintes, obligées. C'est vraiment leur devenir que d'investir dans la technologie, d'investir dans l'automatisation, dans la recherche de procédés nouveaux. Alors, elles le font elles-mêmes ou avec d'autres, hein, bien sûr, parfois avec leurs clients, mais c'est vraiment ce qui les pousse et ce qui leur permet de rester dans ce territoire. Ça se répercute aussi sur le profil des emplois. Alors voilà, on peut dire au fond, est-ce que la situation est satisfaisante, puisqu'il y a cette volonté de rester, cet ancrage, cette perfection, cette course à l'innovation. Bon, cela dit, on verra bien que tout n'est pas rose, puisque certaines se trouvent aujourd'hui fragilisées. Alors, pour rebondir sur votre propos et en matière d'innovation, l'actualité de l'année au niveau du Val-de-Marne a bien montré effectivement que ces entreprises de l'industrie qui étaient dans le Val-de-Marne étaient tournées vers l'innovation. Je voudrais simplement citer Essilor, qui a inauguré son centre d'innovation européen, mais c'est pratiquement le centre mondial. Essilor, effectivement, qui est l'une des 25 premières entreprises mondiales en termes d'innovation. Autre actualité, avec une image de marque, c'est Cartier, qui vient effectivement
de venir à Sucy, qui est parti de Joinville et qui s'est installé à Sucy-en-Brie dans une usine qui est, vous parliez effectivement, il y a aucune graisse dans le quartier. On a pu le visiter lors de l'inauguration. C'est somptueux comme entreprise. Et puis on a également une entreprise qui a beaucoup fait parler d'elle cette année, c'est Septodon. Donc, mais je vais laisser à Monsieur Darribert le soin de nous parler de l'actualité de Septodon et de nous dire pourquoi Septodon est attaché au département du Val-de-Marne. Pourquoi Septodon est amoureux du Val-de-Marne? Puisque nous avons 3 implantations dans le Val-de-Marne. La première implantation historique en 82, rue du Pont de Créteil à Saint-Maur. Et dans le cadre de notre développement, nous avons été amenés à prendre un bâtiment complémentaire un peu plus loin à Saint-Maur, avenue Beaurepaire. Et la dernière implantation est à Sucy-en-Brie, notre plateforme logistique internationale, puisque notre métier est d'être un laboratoire pharmaceutique dédié au domaine dentaire et aux professionnels. Et nous exportons 98% de notre production et nous sommes le leader mondial de l'industrie pharmaceutique dentaire avec 6 centres de manufacturing à travers le monde, 3 en France, 1 au Canada, 1 aux États-Unis et 1 en Inde. Et on a des perspectives dans d'autres zones géographiques. Donc pourquoi on est amoureux du Val-de-Marne? D'abord parce que c'est le département qui nous a accueillis quand on a quitté Paris, puisque l'origine de l'entreprise, qui remonte à 1932, était d'avoir développé une activité industrielle à Paris. Aujourd'hui, ça fait rêver, mais on est parti en 82 parce que ça n'était plus naturellement ni gérable, ni économiquement, ça ne faisait plus de sens. Et donc, Septodon s'est développé sur ces trois centres et nous avons encore des perspectives de développement, ce qui nous amène à reconfigurer notamment notre site à Saint-Maur. Et si vous passez rue du Pont de Créteil, vous verrez qu'il y a des démolitions en vue d'extension d'une de nos usines d'anesthésique, puisque nous avons la caractéristique de commercialiser 60% de l'anesthésique dentaire à travers le monde. Donc effectivement, ce sont des usines propres. Je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui des usines sales. Quand on voit tous, comme téléspectateurs, des usines, notamment automobiles, on voit qu'elles sont de plus en plus propres et que parfois, ce serait tout à fait agréable d'y faire un pique-nique. Donc l'usine sale aujourd'hui, je ne sais pas s'il en existe beaucoup. En tous les cas, elle ne serait certainement pas très performante. Donc c'est important d'avoir des équipements, des installations toujours améliorées. Et en ce qui nous concerne, puisque nous sommes dans le domaine pharmaceutique, le cœur de notre activité dépend de ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché. C'est quand même une sécurité que les médicaments qui sont commercialisés ou distribués ne causent pas de problèmes de santé aux patients à travers le monde. Et donc notre site, nos sites dans le Val-de-Marne sont agréés par toutes les autorités de santé à travers le monde, bien évidemment la NSM en France, mais la FDA aux États-Unis, l'ensemble des autorités, puisqu'on vend dans plus de 150 pays. Et notre actualité, c'est par exemple le mois dernier, nous avons eu une inspection des autorités de santé brésiliennes, le mois d'avant c'était le Kenya, nous attendons la Food and Drug Administration en janvier. Donc pour nous industriels, on essaye de maîtriser notre business, mais maîtriser un calendrier d'autorisation de mise sur le marché auprès de 150 agences à travers le monde, c'est quelque chose de totalement immaîtrisable. Donc si nous quittions le Val-de-Marne, nous serions confrontés au fait d'attendre des années et des années avant que notre outil industriel puisse être reconnu et que nos produits puissent être vendus dans le monde entier. Donc c'est la raison pour laquelle on ancre notre activité industrielle dentaire à Saint-Maur, avec la volonté cette année d'investir, enfin pour l'année prochaine, moi je suis déjà dans le budget 2014, d'investir 23 millions d'euros pour faire cette extension. Je ne sais pas si aujourd'hui en Ile-de-France il y a beaucoup d'industriels qui investissent 23 millions d'euros en ville. Et nous sommes très contents d'être en ville, nous sommes très soucieux des relations avec notre voisinage. Nous avons un avantage, c'est que d'un côté nous avons une voie importante, la rue du Pont de Créteil, de l'autre côté nous avons la Marne, donc forcément ça limite les problématiques de voisinage, mais pour le reste nous avons quand même des riverains et donc nous avons toujours la volonté avec eux de cheminer et de travailler pour faire en sorte que notre usine, nos usines ne créent pas de difficultés puisqu'on travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Voilà à peu près le contexte qui est le nôtre.
Et effectivement, comme vous l'avez dit, cette année, on a inauguré notre centre de R&D avenue Beaurepaire, où on a regroupé l'ensemble des activités de recherche et développement qui étaient un peu éparses à travers le monde. Et comme effectivement l'innovation dans une entreprise comme la nôtre et comme dans de nombreuses autres entreprises est aujourd'hui un des marqueurs de la différenciation et de la pérennité du business, on a voulu être le plus efficient possible et on a choisi l'avenue Beaurepaire, notre bâtiment qu'on a totalement transformé et reconfiguré pour y accueillir l'ensemble de nos activités de R&D. Merci. Et puis vous êtes aussi, bien évidemment, un ambassadeur très important pour le département du Val-de-Marne sur une filière auquel il est très attaché, c'est la filière santé. Et à ce sujet, effectivement, le département du Val-de-Marne a fait un schéma directeur du plan santé avec la vocation de faire en sorte que notre département soit le premier département de France en matière de santé. Et donc l'industrie de la santé est importante, au même titre que, le Marc Spillerin pourrait nous le dire également, tout ce qui concerne la filière agroalimentaire. Je vais passer la parole à M. Charbot, qui est du Conseil général et qui va nous dire pourquoi le département est attaché au maintien de l'activité industrielle. Oui, tout d'abord, je voudrais remercier le cabinet Ecodev et M. Husson pour la qualité du travail effectué à l'occasion de cette étude et l'IAU aussi pour le partenariat qu'on a pu nouer sur ces questions. Alors effectivement, le département du Val-de-Marne est attaché au maintien et au renforcement de l'industrie sur son territoire. Vous l'avez dit en introduction, c'est un secteur qui pèse 36 000 emplois, donc ça n'est pas négligeable. Et on partage effectivement le constat que vous avez dressé en introduction d'un phénomène de désindustrialisation, alors qui trouve une partie de ses origines dans des causes, je dirais, globales, nationales, mais qui a une spécificité en Île-de-France et particulièrement en zone dense. Je dirais il y a deux ordres de facteurs qui peuvent expliquer effectivement cette désindustrialisation. Le premier, c'est évidemment le phénomène de métropolisation, de densification urbaine, qui pèse sur les prix du foncier et de l'immobilier et qui engendre un phénomène d'éviction et qui risque d'être renforcé dans les années à venir par à la fois toutes les mutations, les opérations d'aménagement que mènent les pouvoirs publics pour le développement du territoire, mais qui du coup risquent d'avoir un impact sur l'industrie, et aussi par l'arrivée du Grand Paris Express, qui, si effectivement il sera un atout de développement global pour l'Île-de-France, risque d'accélérer ces phénomènes d'éviction des entreprises industrielles. Pour autant, effectivement, le département considère qu'il est important de maintenir ce tissu industriel et de le renforcer. Je vous le disais, donc c'est 36 000 emplois et surtout c'est des emplois diversifiés, de niveaux de qualification différents, donc qui peuvent convenir à toute une catégorie de population et qui sont plutôt bien rémunérés à niveau de qualification égale avec les entreprises, les emplois du tertiaire. On sait aussi que l'industrie est un des moteurs du développement métropolitain, qu'elle génère des emplois de services et qu'elle génère aussi des relations avec les universités et la recherche. Vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, la constitution d'écosystèmes intégrés au niveau métropolitain est importante. Et c'est vrai que d'avoir des centres, des sites de production sur le territoire, ça permet d'avoir la totalité de la chaîne de valeur. Voilà, donc pour l'ensemble de ces raisons, le département effectivement a décidé, dans ses orientations stratégiques, de soutenir le maintien et le renforcement de l'industrie. On va passer un deuxième temps et peut-être se poser la question sur la nécessité d'agir de façon forte et partenariale sur toutes ces questions immobilières pour soutenir cette filière de l'industrie et ce qu'elle sera dans les années futures. Je vais redonner la parole à M. Husson sur cette question pour qu'il nous parle un peu des risques dans ce domaine. Oui, effectivement. Même si la situation est plutôt favorable avec cet ancrage des entreprises amoureuses du Val-de-Marne, ça fait plaisir d'entendre effectivement ce propos. Et il y a tout de même des difficultés, des obstacles. L'immobilier est souvent ancien, malgré tout, il risque d'avoir du mal à s'adapter aux exigences du futur dans un certain nombre de cas. Et surtout, il est difficile aujourd'hui d'en changer, de se développer, voire de se regrouper. Certaines souhaitent se regrouper, se recentrer sur le Val-de-Marne, plusieurs unités, ou s'étendre, bien entendu, comme Grenier, par exemple, mais le foncier n'existe pas, ou bien le type de locaux, et chaque fois, c'est du sur-mesure qui est nécessaire.
du sur-mesure, c'est pas vraiment du tout près, quoi. Il faut effectivement, vu les métiers très différenciés de chacun, le côté productif, recherche, design éventuellement associé, que sais-je, bon, chacun a besoin d'un type de local particulier, d'un agencement particulier. Or, les produits proposés, soit trop tertiaires ou tout tertiaires la plupart du temps, soit polyvalents mais mal adaptés, ne répondent pas bien à la demande des entreprises, qu'elles soient grandes et même petites. Souvent, des petites ne trouvent pas la possibilité d'agencer je dirais, la pluralité de leurs activités à l'intérieur d'un même lieu. Alors, il y a d'autres facteurs qu'il faut quand même évoquer, je crois. Il n'y a pas que la question du foncier, mais elle est plus prégnante. Il y a des questions de recrutement qui persistent, malgré tout, et qui sont en partie, d'ailleurs, liées à cette idée de l'image qui reste négative dans l'esprit de beaucoup de jeunes, notamment, et qui les détourne de formations industrielles, de rectifieurs, de chaudronniers. On ne trouve plus de moulistes, on ne trouve plus de rectifieurs, tout simplement parce que il n'y a pas de candidats, les formations ont disparu et les enseignants ont aussi fait autre chose. Donc il y a un risque d'assèchement d'un vivier industriel qui existait. Ça, j'alerte un petit peu là-dessus. C'est important d'essayer de retravailler ce point-là. Problème aussi du logement. Tous nous ont dit notre main-d'œuvre n'est pas très éloignée, mais rencontre de plus en plus de difficultés en termes de logement, pas seulement de transport, mais de logement, même les cadres, que ce soit de cadres ou les ouvriers, et a fortiori les jeunes recrues, les stagiaires, les intérimaires. Donc, énorme difficulté en première couronne de trouver un logement à des loyers tout simplement adaptés. Alors, il n'y a pas que, mais dans les autres domaines d'activité, bien entendu, mais c'est un point qui bloque certainement. Enfin... les transports ne sont pas forcément adaptés. Et voilà, ça, on pourrait en dire beaucoup, bien entendu, ça, on le vit bien tous les jours. Néanmoins, dernière réflexion avant de quelques pistes, c'est le sentiment diffus, ça fait peut-être pas toujours plaisir de l'entendre, par contre, c'est que l'industrie en tant que telle, elle n'est pas si aimée que ça, elle n'est pas toujours écoutée par les pouvoirs publics globalement et localement. C'est un jugement un peu général, bien entendu. Il y a des exceptions, il y a des collectivités qui font extrêmement attention au devenir de leur activité, mais néanmoins, ce n'est pas forcément bien reçu comme message. Parce que l'image de l'industrie propre n'est peut-être pas encore rentrée dans l'esprit de tous les pouvoirs publics. C'est vrai, parce que les habitants eux-mêmes, les associations disent mais c'est industriel, mais ça va dévaloriser mon habitat, notre quartier. Bon, il y a forcément des mouvements, des livraisons, mais on finit par ne plus tolérer cette présence. Or, je rappelle tout simplement qu'une activité industrielle n'est pas plus perturbante pour un quartier qu'un centre commercial, qui draine beaucoup de monde. Bon, après tout, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais c'est un peu la réalité. Donc, que faire Bon, les besoins de formation, il faut peut-être cibler, parce qu'ils ne sont pas... Il y a beaucoup de choses, mais il faut peut-être revoir un peu le contenu, ajuster l'offre. Donc, la veille et l'intelligence économique, c'est certainement intéressant aussi parce qu'elles ont besoin d'un conseil, souvent d'un appui, d'un suivi sur l'innovation pour les plus petites. Bon. L'accès au logement. Alors, il y a un point, je ne dirais pas que c'est simple, mais réactiver ou remobiliser, c'est possible à une échelle de bassin d'habitat, le 1% patronal, qui existe toujours, mais qui n'est pas tellement mobilisé, qui permettrait effectivement la mobilité résidentielle plus facilement. Bon. Enfin, le point sensible, c'est certainement le foncier, les lieux de l'industrie et la possibilité. Alors, ce que nous pourrions suggérer, c'est d'avoir dans les actes, dans les programmes immobiliers qui sont nombreux, d'essayer de ménager une sorte de, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais un minimum, un pourcentage minimum garanti, je dirais, de surface dédiée et accueillante pour l'activité productive. Bon. Plus encore, il serait intéressant d'avoir une vision d'ensemble à l'échelle du département, parce qu'on peut ponctuellement dans la ZAC Intel, à Vitry ou à Champigny ou ailleurs, ménager des espaces. Mais je crois que c'est quand même un problème global, avoir la chaîne des activités, avoir tous ces liens avec les fournisseurs, etc. Donc rester bien ancré. Il faut peut-être essayer de réfléchir à l'intérêt d'élaborer de façon très partenariale un schéma territorial des sites dédiés à l'activité industrielle, comme le font d'autres départements en matière on appelle ça les schémas d'accueil des entreprises. Schéma d'accueil des entreprises industrielles.
Alors, ce n'est peut-être pas la panacée, mais ça permettra en tout cas de focaliser les énergies, les réflexions sur cette stratégie d'accueil. Alors, vous avez évoqué la vraie problématique, c'est celle du foncier, et on a la chance d'avoir Pascal Der aujourd'hui à cette table ronde, et qui représente l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui a, on peut le dire, déjà fait ses preuves en matière de logement et d'habitation, et qui maintenant commence à s'occuper des questions foncières pour tout ce qui concerne effectivement l'immobilier d'entreprise et cette part de l'industrie, etc. Et on va peut-être pouvoir arriver à avoir des terrains, je dirais, d'ici 6, 8, 10 ans, qui seront à des prix qui pourront permettre d'implanter un peu de l'industrie sur notre territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment fonctionne l'établissement public foncier d'Île-de-France? Je crois que c'est important effectivement de le faire connaître. Et comment vous allez agir sur cette nouvelle direction de l'immobilier d'entreprise, etc. Donc bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Effectivement, vous rappeliez qu'il était important de se développer sur la question du développement économique. C'est une chose qui est inscrite dans nos gènes puisque notre conseil d'administration, dès la création de l'établissement public, et je le rappelle, c'est quand même un établissement public relativement récent, puisque je dirais nous avons aujourd'hui 7 années de plein exercice, et déjà donc pas mal de résultats, je crois, et je vous donnerai quelques chiffres pour justement en attester. Alors, je disais, cette question du développement économique est inscrite dans nos gènes, même si effectivement l'origine de notre création était plutôt liée à l'augmentation de l'offre de logements en Île-de-France. Il n'en reste pas moins qu'en termes de ratio, aujourd'hui nous intervenons globalement à l'échelle de notre territoire de compétences à 65% pour le logement, mais aussi à 35% pour l'activité. Alors ce ratio, ce chiffre, est peut-être inexact pour ce qui concerne le Val-de-Marne, puisque le Val-de-Marne a une spécificité dans notre action, c'est que nous intervenons à 50% pour le logement et à 50% pour le développement économique. Et je pense que ça, c'est un élément à souligner. Je dirais que le Val-de-Marne, à ce titre-là, a quelques spécificités auxquelles donc, nous répondons et pour lesquelles donc, nous avons donc mis les moyens nécessaires. Mais alors, en pratique, est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport au quel est le mécanisme voilà. Est-ce que c'est à l'appel des collectivités locales? Est-ce que c'est de votre fait que vous allez chercher les terrains disponibles en Île-de-France pour ensuite vous rapprocher des propriétaires et éventuellement les racheter? En pratique, comment ça fonctionne? Voilà, donc très rapidement, je dirais que tous les mécanismes sont faisables. Il y a à la fois donc, des démarches que nous avons faites auprès de collectivités parce que nous savions qu'elles avaient des projets, qu'elles s'étaient inscrites dans des projets ambitieux de long terme. Et puis, il y a aussi les collectivités qui viennent nous voir pour accompagner le développement urbain, le développement économique de leur territoire. Et donc, à partir de là, nous menons des études ensemble pour regarder quels sont donc les périmètres qu'il serait nécessaire de mettre sous, on va dire, veille publique. Et à partir de là, donc, nous élaborons donc une convention avec la collectivité, voire les collectivités, puisque les EPCI peuvent être aussi signataires, et éventuellement, puisque le territoire du Val-de-Marne est très concerné par une opération d'intérêt national, l'établissement public d'aménagement qui est en charge de ce projet. Donc voilà, une fois que la convention est signée, ben, nous faisons notre travail, c'est-à-dire que nous menons les diagnostics nécessaires, diagnostics fonciers, qui sont nécessaires donc, pour les acquisitions, et puis nous faisons les démarches auprès donc, des propriétaires. Les collectivités peuvent nous déléguer totalement ou partiellement leur droit de préemption pour pouvoir donc, agir à leur nom. Et éventuellement, il est parfois nécessaire d'aller jusqu'à l'expropriation. Donc les procédures de DUP sont élaborées conjointement avec la collectivité et nous faisons donc de l'acquisition, du portage et puis derrière, donc, nous cédons une fois qu'effectivement le projet est mûr. Alors, mais il y a un temps important finalement entre le moment effectivement où vous achetez, où la collectivité achète et où le projet démarre, et c'est un peu la mécanique ça permet effectivement d'avoir des prix de foncier pour les promoteurs, etc.,
qui sont tout à fait acceptables pour faire des produits qui finalement restent raisonnables au point de vue d'un coût, si j'ai bien compris. Tout à fait. Bon, déjà, les acquisitions que nous faisons, nous les menons donc avec les collectivités et sur la base d'un équilibre économique au regard de ce que le périmètre et le droit de l'urbanisme nous autoriseraient à faire. Donc, je dirais que cette question du coût de l'opération et de l'équilibre économique est vue très en amont. Et donc, nous ne partons jamais à l'aveugle. Mais effectivement, vous évoquiez la question donc, du portage. Cette question sur le Val-de-Marne, je disais tout à l'heure, caractère un peu spécifique du Val-de-Marne dans notre action. Les durées de portage de foncier, c'est environ 3 ans pour ce que nous appelons le diffus et environ 5 à 6 ans pour les fonciers compris dans des grosses opérations d'aménagement. Et le territoire de Saint-Amand, dont on parlait, ou tout simplement de la vallée de Bièvre, est un territoire, enfin, ce sont des territoires, pardon, qui sont porteurs de projets ambitieux, qui s'inscrivent dans le long terme. Et là, donc, on est sur des projets, effectivement, où la maturation est assez longue, où la maîtrise foncière est assez longue, et donc les durées de portage sont assez longues. Il nous a semblé nécessaire, dans le cadre de ces portages, justement, de ne pas déstructurer les équilibres économiques, mais je dirais socio-économiques de ces territoires. Et nous avons développé toute une offre de locaux que nous mettons à disposition des collectivités si elles le souhaitent, mais aussi et surtout sur le secteur de Saint-Amand et d'Orly-Rungis, donc à destination des entreprises qui souhaitent soit s'ancrer sur le territoire, soit, je dirais, ont un besoin momentané avant donc de se fixer définitivement sur une partie de ce territoire. Et donc aujourd'hui, nous avons donc des revenus locatifs qui sont très importants et qui viennent en abattement de charges. C'est-à-dire que nous vendons donc les terrains au prix de revient. Ce prix de revient, c'est quoi? C'est le prix d'acquisition plus les coûts de gestion, plus éventuellement des coûts de transformation in fine s'il y a des pollutions, s'il y a démolition. Et à ce coût-là, on vient donc apporter en abattement de charges donc tous les revenus locatifs que nous aurons eus pendant la durée de portage. Et je dois dire qu'aujourd'hui, si je prends par exemple au hasard la partie nord du secteur opérationnel des Ardoines, nous avons un coût je qualifierais d'autoportage, puisque l'ensemble des coûts de gestion locative et de transformation in fine seront couverts par les revenus locatifs que l'on va avoir donc, pendant toute cette durée de portage. Donc là, par ce mécanisme-là, on ne vient pas, je dirais, augmenter artificiellement le coût de foncier au moment de la revente. Et je dirais que c'est aussi une manière de se préserver, la possibilité demain de faire des programmes diversifiés. Alors quand je dis diversifiés, bien sûr, c'est en termes d'offres de logement, mais c'est aussi en termes de locaux d'activité. Hein. On n'est pas de suite dans l'idée de travailler sur de la densité, et la densité renvoie forcément à des images de tertiaire. Là, on n'est pas du tout dans ça. On est sur justement la possibilité de développer des locaux d'activité, que ce soit de l'activité de production ou du tertiaire, mais au sens logistique du terme. Hein, voilà. Donc je pense que ça, c'est une action, je dirais, à remarquer et on va dire, vertueuse de la part de l'établissement public qui, entre nous passant, je dirais, dans sa capacité à acquérir et à mobiliser ce foncier, il le tient par, je dirais, ses ressources qui sont propres aux EPF, hein, c'est-à-dire notamment la taxe spéciale d'équipement, mais aussi par l'emprunt. Et l'emprunt que nous levons chaque année, depuis 2010, eh bien, les frais financiers qui sont attachés à cet emprunt ne sont pas répercutés sur les collectivités. Et c'est un effort que l'EPF fait, de même que les frais de structure ne sont pas répercutés sur les prix de revente des terrains que nous faisons. Donc tout ça permet de maintenir des prix qui sont en dessous des prix du marché et qui préservent, je dirais, l'avenir sur ces territoires que l'on sait stratégiques, hein, puisque la première tranche de la ligne du Grand Paris sera sur le territoire du Val-de-Marne. Et on sait, on le perçoit tous les jours, et depuis l'annonce même de la localisation des gares, que la spéculation foncière s'est placée sur ces territoires. Nous sommes présents sur ces territoires, nous accompagnons les collectivités qui demain recevront donc une gare, et à ce propos, donc, nous préservons entre guillemets l'avenir
pour permettre donc des programmes qui soient diversifiés. Alors, il y a l'avenir, mais il y a également le présent. Et le présent, c'est l'IDEC. Marc Frappa, je veux dire, directeur de l'IDEC Faubourg Promotion. Vous êtes de plus en plus présent sur le territoire du Val-de-Marne et vous participez au soutien de l'activité industrielle avec de très belles opérations. Alors, déjà, dites-nous un petit peu quelles sont vos opérations phares sur le Val-de-Marne, à la fois sur le plan industriel, mais également plus généralement au niveau de l'activité de l'IDEC. Et puis, parlez-nous un petit peu de façon plus précise notamment de Val-Pompadour, etc. Bonjour à tous. Donc, le groupe IDEC intervient au travers de sa filiale Faubourg Promotion en tant qu'investisseur et constructeur sur des sujets immobiliers. Aujourd'hui, donc, on intervient entre autres sur la ZAC Val-Pompadour, qui est à côté du carrefour Val-Pompadour sur la commune de Valenton, qui est une grande ZAC qui comprend une partie logement, entre autres. Mais nous, on intervient uniquement, et ça rejoint tout ce qu'on est en train de dire, sur la partie activité. Donc, on développe 13 hectares d'activité, alors au sens large, hein, ça peut être de l'activité de gens qui stockent des produits, comme de l'activité industrielle de production, etc., qui est vraiment dédiée à ça. Donc 13 hectares, c'est déjà extrêmement conséquent sur un département comme le Val-de-Marne, en fait. Hein. Alors, il y a une opération par laquelle je voudrais commencer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est Cartier. Donc c'est une opération que nous avons menée en tant qu'investisseur constructeur, puisqu'on est investisseur de l'opération. Donc en effet, c'est de l'industrie, ils fabriquent les lunettes Cartier, donc il y a 8600 m² de bâtiment, ce qui n'est pas rien sur 2 niveaux, avec à peu près 200 personnes. C'est une activité industrielle qui, donc, comme vous le disiez, qui était à Joinville-le-Pont et qui a dû partir parce que là, on retrouve des problèmes récurrents d'accès, de place, de facilité, de fonctionnement qui n'étaient plus possibles. Et on a trouvé, avec l'aide des collectivités et la mairie de Sucy-en-Brie, un terrain disponible pour les implanter. Alors, heureusement qu'on a trouvé un terrain parce que avec l'ensemble des acteurs, parce que les lunettes Cartier sont un peu le parent pauvre par rapport à la maison Cartier qui fait plutôt des bijoux, des montres, etc. Et le groupe dont ils dépendent, si on n'avait pas trouvé une solution foncière pertinente, les ayant pratiqués se posaient la question de savoir s'ils allaient même continuer cette activité. Donc, d'où l'importance de trouver du foncier et de tous se mobiliser pour garder des industries, surtout qui peuvent être endogènes, c'est-à-dire on a vu qu'il y avait des entreprises comme Septodon et d'autres qui sont attachées puisqu'ils ont aussi leur personnel, etc., et leurs habitudes. Donc je pense que c'est vraiment un très très bon exemple, Cartier, d'un travail commun et d'un aboutissement pour une activité industrielle. Ça, c'est important. Après, l'autre exemple qui est... Alors là, on est dans une opération que j'appelle un terrain, un bâtiment, voilà, qui est ponctuelle. Après, il y a l'autre opération avec le parc. Alors là, qui est une vraie opération de développement de 13 hectares avec la SADEF 94, l'Agence de développement du Val-de-Marne et la commune de Valenton, donc qui est du terrain dédié pour faire de l'activité industrielle. Donc aujourd'hui, on est en plein développement. On a fait quelques belles signatures cette année où on commence à bien remplir le parc et la première livraison de bâtiments, qui est une PME de Valenton qui s'appelle la société Coditem, a lieu aujourd'hui même. Donc on va livrer le premier bâtiment de 1000 m² aujourd'hui. Et on est en train de travailler sur des grosses opérations. Entre autres, il y a Transgourmet, qui est une très belle entreprise qui s'implante sur Valenton, qui fait un bâtiment, un entrepôt, mais à valeur ajoutée, c'est-à-dire avec de la température dirigée, c'est-à-dire du froid négatif, du froid positif, avec 200 personnes. Et on construit, ce qui est bien aussi pour la dynamique locale au niveau tertiaire, on construit leur siège, qui fait 5000 m², qui est un bâtiment complètement indépendant à l'entrepôt, qui est de l'autre côté de la rue. Et là aussi, ça valorise et ça crée une bonne dynamique par rapport au site. Et il y a aussi Chausson Matériaux qui est venu s'implanter, alors là, qui est une demande exogène, c'est important de le signaler, qui cherche à renforcer
je dirais, son implantation en Île-de-France, ça soit au nord, au sud, à l'est, etc. Et on est en train de discuter avec beaucoup de PME locales. Il y en a quelques-unes avec qui on discute qui sont citées, dont je ne reparlerai pas plus précisément parce que rien n'est fait, rien n'est abouti, mais qui en effet sont obligées de partir parce qu'elles ne sont pas dans de bonnes conditions. Et je pense qu'on peut leur proposer du neuf et ça, c'est important. Donc finalement, vous êtes en train de nous dire que si l'industrie a tendance à s'en aller du Val-de-Marne, c'est parce qu'on n'a pas assez d'offres et qu'il y a des demandeurs pour rester sur le département du Val-de-Marne, enfin sur le territoire du Val-de-Marne ou sur la petite couronne en général, j'imagine, mais qu'en fait, on n'arrive pas à leur proposer des demandes adaptées, enfin je veux dire des terrains adaptés, je ne vais pas reprendre parce que vous avez fait une étude très poussée et précise, mais nous, on a l'offre. On nous a permis d'avoir l'offre puisqu'on met 13 hectares à disposition. Donc ce qui est énorme pour un département comme ça. Et les gens sont demandeurs parce qu'ils ont leur personnel qui est là. Ça veut dire que se délocaliser, c'est des gestions de personnel qui sont délicates et pas faciles. Il y a les transports en commun. Le parc Val-Pompadour est très bien desservi puisque tout est en place avant même qu'il y ait une première construction qui ait démarré. Donc ce qui est assez exceptionnel pour le souligner. C'est-à-dire qu'on a le bus TCSP, transport commun en site propre, qui relie le métro de la ligne 8, le RER qui va être livré la fin d'année de la ligne D, et à 3 minutes. Donc on ne peut pas rêver mieux. Et avec des réseaux routiers, on est près de la 86, on est juste le long de la Nationale 6, on est près de la N406. Donc c'est des très belles situations. Donc promis à un avenir à se développer. Bien sûr, mais il faudrait qu'il y en ait encore plus. Ben, nous, on est gourmands, on aime bien faire du développement. Oui, mais c'est vrai que d'une manière générale, c'est important. Et je pense que là, il y a eu un réel effort de fait. Alors, on va passer la parole au représentant du Conseil général pour nous dire effectivement comment le département essaie d'organiser tout cela et mène un peu des sujets de réflexion à l'échelon du territoire pour faire avancer les choses. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a dans le soutien à l'industrie un certain nombre de mesures qui ressortent plutôt de politique nationale ou régionale. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a une spécificité de la zone dense métropolitaine et les élus départementaux pensent qu'il est possible d'agir pour soutenir l'industrie sur ces localisations. Dans ce cadre, on souhaite lancer une réflexion partagée avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les territoires, les villes, les intercommunalités, les aménageurs, les acteurs de l'immobilier d'entreprise, l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par ces questions. Et on pourra du coup s'appuyer aussi sur les propositions qui émergent et les pistes d'action qui émergent de l'étude d'Ecodev. Alors quelques pistes sur lesquelles on souhaitera lancer la réflexion de manière partagée. La première, c'est effectivement de bien connaître la demande et donc de bien connaître le tissu d'entreprises industrielles val-de-marnais qui peut avoir des difficultés d'implantation et réfléchir du coup à des relocalisations, on le souhaite, en Val-de-Marne. Il y a également poursuivre tout le travail que le département mène avec ses partenaires sur le renforcement des écosystèmes d'innovation et des réseaux d'acteurs. On travaille par exemple à la constitution d'un cluster sur les questions de l'eau. On soutient aussi des réseaux sur le matériau, sur la mécatronique, donc poursuivre ces mises en réseau. Travailler effectivement sur une meilleure prise en compte des problématiques des entreprises industrielles, je dirais dans la fabrication de la ville au sens large, et notamment dans le cadre des opérations d'aménagement. Les PFIF, on le sait, réfléchit aussi à des dispositifs d'accompagnement des entreprises dans le cadre d'opérations d'aménagement. Donc on souhaite poursuivre la réflexion de concert avec eux. Et puis, plus généralement, on sait que sur nos territoires, on aura de plus en plus de mal à mobiliser de nouveaux terrains pour de l'activité industrielle. Et donc, c'est voir comment on peut préserver, et surtout quel terrain préserver sur nos territoires consacrés donc à cette activité productive industrielle. Et puis, juste deux derniers points de réflexion. Effectivement, travailler avec les aménageurs et puis avec les acteurs de l'immobilier à de nouveaux modèles économiques de locaux d'activité industrielle qui puissent trouver une pertinence économique en zone dense. On sait que c'est difficile, mais c'est une piste à creuser.
Et puis enfin, dernier point, je pense qu'il est important, on l'a évoqué, le représentant de Septodon l'a évoqué tout à l'heure, je pense qu'il faut travailler aussi sur la relation des entreprises industrielles avec la ville, avec les citoyens, pour faciliter leur acceptabilité, je dirais, sociale. Ça veut dire effectivement peut-être plus communiquer, plus promouvoir l'industrie, que ce soit les métiers, que ce soit aussi rendre accessible, alors dans la limite des contraintes d'exploitation, mais rendre accessible à des visites les entreprises industrielles pour que les citoyens, finalement, quelque part, se les approprient et renforcer leur acceptabilité sur le territoire. Merci. On arrive au terme de ce débat, de cette table ronde. Et pour finir, j'ai une question piège que je ne vous avais pas posée, mais qui m'a été soufflée en fait ce matin par Marc Spillerin, le président de l'agence de développement. Quelle est la frontière entre l'industrie et les services? Et quelle sera la frontière entre l'industrie et les services? Est-ce que vous avez une réflexion sur ce sujet? Bon. Et sinon, je donnerai la parole à Marc Spillerin pour qu'il nous donne son point de vue. J'ai pas la réponse complète, bien entendu, mais on y réfléchit beaucoup, bien sûr, dans nos contacts et nos enquêtes. La frontière, elle n'est pas simple, évidemment, puisqu'il y a une telle imbrication entre services et puis et production. C'est manifeste. Et c'est une bonne chose, d'ailleurs. Mais l'activité produire reste un acte clair. Les lunettes, les dispositifs dentaires ou autres, c'est quand même de la matière et on est bien obligé de la traiter, de la mettre en forme, de la commercialiser aussi. Ça suppose des services en aval, le marketing, etc. et en amont, le service indispensable qui est la recherche et développement, bien entendu. Voilà, mais il y a peut-être d'autres réponses. Alors, est-ce que quelqu'un veut donner son point de vue? Moi, je suis un pragmatique et pas trop un conceptuel, donc j'aurais envie de répondre de manière pragmatique que si un industriel ne sait pas faire du service, je ne sais pas s'il peut pérenniser ses activités, et si un acteur du service ne sait pas processer ou industrialiser ses process, je ne suis pas sûr qu'il garantisse une performance à long terme. Pour le reste, je ne sais pas trop. Je voulais juste ajouter, dans le cadre de nos échanges, que pour nous, industriels, la difficulté que nous rencontrons, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être dans le Val-de-Marne, je les ai expliqués, mais pas spécifiquement dans le Val-de-Marne, mais d'une façon générale, les relations d'un industriel avec son environnement, ce sont les timings qui ne sont pas les mêmes. Les délais ne sont pas les mêmes. Quand on décide d'un investissement industriel et qu'ensuite on recherche un foncier, qu'on essaye de trouver des partenaires, les délais, de fonctionnement des partenaires sont enfermés dans des contraintes qui leur sont indépendantes, mais qui ne rendent pas forcément aisé et facile le dialogue avec l'industriel, qui lui a besoin de réponses assez rapides pour savoir si l'option qu'il envisage est une option qui a une faisabilité, une pérennité. Et je pense que c'est un des éléments de difficulté d'implantation d'industriels, où le temps c'est de l'argent, enfin je suis un peu désolé d'être peut-être trivial, mais où il faut que si on lève une option ou si on réfléchit sur une option, on puisse avoir une réponse pas à 1 an, pas à 2 ans, pas à 3 ans, mais à 3 mois, 4 mois, 5 mois. Voilà. Et je pense que c'est un des éléments importants. Je vous ai expliqué que Septodon était très implanté dans le Val-de-Marne, donc je connais bien tous les terrains dont on a parlé. Certains ont pu m'intéresser, d'autres moins. Je cherche encore d'autres terrains pour notre développement. Et c'est vrai que cette notion de délai est quelque chose de compliqué pour l'industriel à intégrer. Merci. Et je vais laisser la parole à Madame Rodrigue qui va parler pour l'agence de développement et peut-être faire une conclusion également sur l'ensemble de ces tables rondes. Bonjour à tous. Pas véritablement une conclusion, mais pour apporter des éléments complémentaires. En fait, il y a un dénominateur commun entre les services et l'industrie. Je pense que c'est l'économie numérique. Et par exemple, si nous évoquons Air Liquide, dont je ne connais pas l'activité dans le Val-de-Marne encore, mais ça ne saurait tarder, Air Liquide vend au travers de ses services de la connaissance à ses clients, notamment pour l'optimisation de ses process. Voilà un exemple. En ce qui concerne les industriels automobiles, quand des grands constructeurs se préoccupent de nouvelles formes de mobilité, et notamment de mobilité durable au travers de véhicules électriques, etc., ce sont aussi des activités de service, mais en convergence, en partenariat avec des opérateurs de mobilité, et pas seulement en tant que constructeurs, au sens traditionnel du terme constructeur industriel. Voilà 2 exemples.
Donc le service est complètement fondu aujourd'hui dans l'industrie, et vous l'avez tous évoqué, avec sa dimension d'innovation et la R&D qui est très importante en Île-de-France. On l'a vu avec la présence des grands industriels dans le Val-de-Marne. Voilà. Alors pour la conclusion, peut-être Anne-Marie Romera, vous voulez dire quelque chose au titre de l'IAU? Oui, merci. Merci de me passer la parole. Effectivement, nous avons été à l'initiative de l'étude, et en fait, ce que nous voulions montrer, c'était les transformations de l'industrie. Nous voulions faire toucher du doigt, et à travers des cas concrets, ce que c'est que la transformation de l'industrie. Et lorsqu'on parle de réindustrialiser l'Île-de-France, comment peut-on proposer une offre adaptée qui permette effectivement à nos entreprises déjà là de se développer, et à d'autres, bien sûr, de venir, de naître, de prospérer. Donc c'est bien sur ces questions-là, et j'aurais bien aimé creuser un petit peu plus, demander, puisque nous prônons beaucoup la densification, est-ce que cette offre immobilière peut se développer un peu plus en hauteur, par exemple? Là aussi, on voit beaucoup de réticences. On parle beaucoup d'espace, de foncier disponible. Vous nous disiez, monsieur, que 13 hectares, c'était vaste en Val-de-Marne. Et c'est vrai. Donc, comment faire peut-être aussi autrement? Donc, je crois que ça nous ouvre pas mal de pistes de réflexion. Et merci à tous. Merci à tous pour cette participation. Et puis, je voulais quand même saluer, puisque c'est la dernière table ronde, je voulais saluer les organisateurs de ce stand et l'Agence de développement du Val-de-Marne qui a associé l'ensemble des territoires pour mettre en valeur notre image. Et je pense qu'on a fait quand même des belles réflexions pendant ces 3 jours. Il y a eu de belles rencontres. Merci à Madame Rodrigue, qui est la nouvelle directrice générale de l'Agence de développement, à Marc Spillerin, qui a été présent également beaucoup cette année. Et voilà, merci à tous et à très bientôt. Bonne journée.